Bonsoir Nicolas Hervieux. Bonsoir. Vous êtes juriste spécialisé en droit européen des droits de l'homme. Vous enseignez également à Sciences Po. Ça y est, les médecins ont tranché. Cela fait quelques heures maintenant que l'arrêt des soins concernant Vincent Lambert a été annoncé. Victime d'un accident de la route il y a 10 ans, Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis. Ses parents, eux, veulent que les soins continuent. Ils dénoncent la première euthanasie légale en France, ce sont leurs mots. Alors Nicolas Hervieux, euthanasie déguisée ou simple application de la loi ? Je vais répondre simple application de la loi. C'est la loi de 2005, la loi Leonetti, qui a été précisée d'ailleurs en 2016. Et cette loi prévoit la possibilité de mettre fin au traitement lorsqu'une personne est dans une situation désespérée et que la seule possibilité, la seule issue, à défaut d'une amélioration de son état, c'est d'envisager l'arrêt des traitements, le tout selon une procédure encadrée. On comprend bien le refus des parents de cette décision, parce qu'elle est très douloureuse humainement, mais juridiquement, ce n'est ni un précédent, ni une évolution, ce n'est qu'une simple application de la loi, certes dans un contentieux très sensible. Parce que les parents de Vincent Lambert, eux, jugent que leur fils n'est pas en fin de vie, qu'il faut le considérer comme un handicapé, qui a certes besoin d'une aide totale pour s'alimenter, et que donc d'arrêter de le nourrir ou de l'hydrater, c'est l'équivalent d'une euthanasie qui serait détournée. On peut comprendre parfaitement ce sentiment. Simplement, ce qui fait la clé de voûte de cette loi, et qui répond d'ailleurs à une autre affaire assez similaire, Vincent Humbert, qui est un précédent, où sa mère et lui souhaitaient un arrêt des traitements. Vincent Humbert qui est un jeune tétraplégique. Exactement, et qui lui souhaitait de pouvoir mourir dans la dignité et qu'on l'on arrête les traitements de façon légale. Et c'est en réponse à cette situation que la loi de 2005 a été adoptée, et non pas pour viser les personnes handicapées, mais les personnes envers lesquelles une obstination déraisonnable s'applique. Et seul cet arrêt des traitements permet de mettre fin à la situation. Comment est-ce qu'on juge l'obstination déraisonnable ? Alors la loi précise que l'obstination déraisonnable, c'est une situation dans laquelle les traitements sont soit inutiles, disproportionnés ou conduisent à un maintien artificiel de la vie. Et dans cette hypothèse, on peut envisager, sous réserve du consentement de l'intéressé, si il est lucide, ou alors sous réserve d'une procédure encadrée, et bien que le médecin prenne cette décision avec un ensemble de garanties pour tenir compte de la volonté des parents, de la famille et des médecins. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes et aussi philosophe, en appelle lui au principe de précaution. Il fait la comparaison entre Vincent Lambert et Angèle Liébi, cette femme plongée dans le coma il y a 10 ans, considérée à tort en état de mort cérébrale avant d'être sauvée. Je vous propose qu'on écoute François-Xavier Bellamy, puis on réagit ensuite. Moi, vous savez, j'ai été beaucoup marqué par la lecture d'un livre de Angèle Liébi qui s'appelle « Une larme m'a sauvé ». Angèle Liébi était dans un coma profond, dans un état post-relationnel comme l'est Vincent Lambert aujourd'hui. Et dans cet état, tout le monde pensait qu'elle était, on entend si souvent ces mots-là dans le débat aujourd'hui, qu'elle était un légume. Et Angèle Liébi raconte dans ce livre, que je recommande à tous, qu'elle sentait tout, qu'elle entendait tout, qu'elle pensait, qu'elle était prisonnière de son corps, qui ne pouvait pas réagir. Mais je crois que on applique le principe de précaution à notre environnement et on a bien raison de le faire. Peut-être on devrait aussi parfois appliquer le principe de précaution à notre propre humanité. Appliquer le principe de précaution à notre propre humanité. Encore une fois, on comprend ce propos et ce n'est pas à moi d'en juger, de même que ce n'est pas à moi d'apprécier si la situation médicale de Vincent Lambert est comme on l'a décrit. Simplement, une multitude de médecins se sont prononcés. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de patient qui a connu le plus d'expertise médicale demandée notamment par les plus hautes juridictions. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État. Et il ne faut pas oublier une chose aussi dans cette affaire. On a tendance à l'oublier. Vincent Lambert, du fait de ce qu'il a pu exprimer de sa profession d'infirmier à l'époque, avait indiqué, c'est ce qu'a relevé le Conseil d'État, qu'il souhaitait que dans ce genre de situation, si jamais il s'y retrouvait, on arrête les traitements le concernant. Et on a un petit peu oublié cette volonté initiale, certes qui n'a pas été couchée sur le papier, c'est bien le problème, mais qui doit être respectée ici, compte tenu de sa situation médicale. Alors justement, c'est la question de dire et d'écrire peut-être un choix qui concernerait la fin de vie de façon générale. Et d'ailleurs, Leonetti en appelle aujourd'hui aux Français en leur disant il faut que vous fassiez des directives anticipées. Alors qu'est-ce que ça veut dire une directive anticipée ? Alors une directive anticipée, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir coucher sur le papier ce que l'on souhaiterait qu'il se passe si jamais on se retrouve dans une situation similaire à celle de Vincent Lambert, soit que l'on maintienne coûte que coûte les traitements, soit au contraire qu'on les arrête lorsqu'on se trouve en situation de situation déraisonnable. Et ça évite toute polémique, ça évite les débats sans fin.
La clé de voûte du droit de la fin de vie, c'est le consentement des personnes. Et si la personne a consenti avant qu'elle perde toute conscience à ce que les traitements s'arrêtent, on doit le respecter. Et c'est très important pour tout le monde de faire cette démarche, notamment pour libérer nos proches de ce poids extrêmement douloureux que de prendre une décision pour la vie d'un proche qu'on aime. Et ça se fait comment ? Est-ce qu'il suffit de l'écrire sur un petit bout de papier chez soi ou il faut aller devant un notaire ? Théoriquement, on peut l'écrire sur un bout de papier, mais allez simplement sur Internet, sur le servicepublic.gouv.fr, qui permet justement de pouvoir accéder à un document. Il suffit de le remplir et de le confier le plus largement possible à tous ses proches ou potentiellement aller devant un notaire, mais ce n'est pas nécessaire et c'est un élément clé. Alors, les parents de Vincent Lambert dénoncent un coup de force contre l'état de droit. Ils ont fait de nombreux recours en justice, vous le disiez vous-même. La Cour européenne des droits de l'homme vient tout juste de rejeter une de ces demandes, mais il y en a d'autres. Est-ce que ça pourrait aboutir ? Ça semble très peu probable, parce que le Conseil d'État s'est prononcé à 2 reprises, la plus haute juridiction administrative, la Cour européenne des droits de l'homme également. Toutes les juridictions convergent pour signifier que la manière dont la loi est appliquée concernant Vincent Lambert ne viole pas les droits fondamentaux et que cette loi en tant que telle ne viole pas les droits fondamentaux. Maintenant, il est certain que les parents, et c'est légitime de leur point de vue, vont multiplier les recours encore. Maintenant, ces recours ne risquent pas de bloquer le processus d'arrêt des traitements. Ça semble très peu probable en tant que tel. Les parents ont également appelé à l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, qui vient d'annoncer que ça ne lui appartenait pas de, évidemment, suspendre l'arrêt des traitements en disant qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans la décision des médecins. Mais est-ce que ce n'est pas non plus un pouvoir politique de donner un avis sur une question plus générale de la fin de vie, puisqu'on voit que cette question revient généralement dans les débats et aussi parmi tous les Français. Alors il est légitime que le président ne prenne pas de décision sur ce cas particulier. Maintenant, il appartient à l'ensemble de la classe politique, aux législateurs, au gouvernement le cas échéant, de revoir la question de la fin de vie s'il le souhaite. Simplement, en l'état, la loi Leonetti telle qu'elle est appliquée ne souffre pas de vraies difficultés. Il n'en reste pas moins que le législateur pourra intervenir, notamment à l'occasion de la révision de la loi bioéthique. Oui, alors, c'est cet été d'ailleurs, la révision de la loi bioéthique. On voit bien, vous le dites, l'euthanasie n'est pas légale en France, le suicide assisté non plus. Pourtant, il y a des cas emblématiques de personnes qui ne trouvent pas réponse à leur détresse. Je pense notamment au cas de l'écrivaine Anne Baer, qui avait une maladie dégénérative et qui a dû aller en Belgique pour mourir dignement alors qu'elle souhaitait mourir en France. Que répondre à ces situations ? Alors, en l'état du droit, effectivement, on ne peut pas, aujourd'hui en France, autoriser l'aide au suicide assisté ou l'euthanasie en tant que telle, parce que la loi Leonetti ne le permet pas. Si on envisage de le faire, rien ne l'empêcherait. La Cour européenne des droits de l'homme a pu estimer que c'était possible, mais c'est au législateur qu'il appartient de prendre cette décision, le cas échéant en suivant l'opinion publique, si elle le souhaite. C'est juridiquement possible, à condition d'avoir un ensemble de garanties. Cependant, évidemment, ça ouvre de vrais débats éthiques, plus largement, sur faut-il aller jusque-là ? Quelle garantie, rapidement, en 2 mots ? Quelle garantie ? S'assurer du consentement des personnes, qu'elles soient bien éclairées, qu'elles puissent s'exprimer librement et non pas en fonction d'une passade liée aux contraintes du moment, et qu'il y ait potentiellement des recours juridiques pour s'assurer que le processus de fin de vie est bien encadré. Eh bien, merci. Merci Nicolas Hervieux d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé en droit européen des droits de l'homme. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les élections européennes. Le compte à rebours est lancé J-6 avant le scrutin. Les nationalistes montrent les muscles. Après une démonstration de force en Italie autour de Matteo Salvini, Steve Bannon est à Paris. L'ancien conseiller de Donald Trump parie sur un nouveau choc populiste le 26 mai. C'est dans l'air est intitulé ce soir Le Pen, Salvini et Bannon à l'assaut de l'Europe. Ne bougez pas.